Salut à tous. Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Vous voulez que votre habitat soit confortable, économe en énergie et respectueux de l'environnement? Aujourd'hui, voici une deuxième vidéo sur l'excellent livre La conception bioclimatique de Samuel Bourget et de Jean-Pierre Oliva aux éditions Terre Vivante. Cet ouvrage concret est une référence utilisée par de nombreux professionnels dans le domaine. Il vous donnera les stratégies à adopter pour réaliser une maison tirant parti au mieux de son environnement et de l'énergie solaire. Dans la première partie, on a vu la philosophie à adopter avant de démarrer son projet d'éco-construction. On a cassé une idée reçue sur l'importance de la température de l'air au sein de l'habitat. Enfin, on a étudié les stratégies à mettre en œuvre pour obtenir des parois performantes afin de limiter les déperditions. Avec la conception bioclimatique, on va aller beaucoup plus loin en se protégeant des vents froids tout en captant de l'énergie gratuite, le tout sans avoir recours à des technologies coûteuses. L'idée étant d'utiliser au mieux les éléments naturels extérieurs pour répondre aux besoins de l'habitat. Pour cela, il faut construire avec le climat et non contre lui, à l'image des concepts d'architecture naturelle de David Wright dont je vous ai fait le résumé dans une précédente vidéo. Dans les exemples que l'on va traiter, on supposera un climat tempéré de l'hémisphère nord, où la façade sud des bâtiments est ensoleillée. Pour l'hémisphère sud, il suffira d'inverser le nord et le sud dans les exemples suivants. Nous allons maintenant voir les 8 points clés de la conception bioclimatique. Numéro 1. Se fondre dans le site. Dans l'hémisphère nord comme en France ou au Canada, l'idéal pour une maison bioclimatique est d'avoir un terrain en pente sud. Ainsi, la façade sud pourra capter une grande partie de l'énergie solaire, pendant que la façade nord, semi-enterrée, sera protégée des vents froids et bénéficiera de l'inertie thermique du sol. Un terrain plat n'empêche pas la réalisation bioclimatique. Dans ce cas, pour diminuer les déperditions des façades nord, on pourra rajouter un remblai, jouer sur la forme du bâtiment, ou encore utiliser la végétation. Il faudra veiller à ce que la façade sud ne soit pas masquée du soleil par le relief, par une végétation persistante ou par un autre bâtiment. Pour pousser encore plus loin l'intégration au site, il est possible d'envisager une maison enterrée avec une grande surface vitrée au sud. Un tel bâtiment apportera un grand confort thermique été comme hiver, avec une consommation minime d'énergie grâce à l'inertie du sol. Dans les années 80, John Hay, un physicien américain, a poussé très loin l'utilisation de l'hyperinertie du sol. Il a mis au point le concept PAHS pour Passive Annual Heat Storage, ou stockage passif de chaleur annuelle, que j'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Le but, utiliser le déphasage de la température du sol profond pour chauffer en hiver la maison grâce à la chaleur accumulée en été et climatiser l'été grâce à la fraîcheur emmagasinée l'hiver. Et contrairement aux idées reçues, l'intérieur d'un habitat enterré peut être très lumineux. Deuxième point, la compacité. La compacité d'un bâtiment, ou coefficient de forme CF, représente le rapport entre la surface de son enveloppe et son volume. Si l'on veut diminuer les déperditions, il faut que ce rapport soit le plus faible possible. En effet, la forme du bâtiment joue un rôle essentiel dans les déperditions. Pour un même volume, une maison de forme cubique aura une surface de façade inférieure à une maison de forme plus complexe. Dans cet exemple, la maison cubique a un ratio CF de 0,45, alors qu'un bâtiment de forme plus complexe, comme ceci, tourne autour de 0,7, soit une augmentation des surfaces déperditives de plus de 50%. La forme offrant le meilleur ratio surface-volume est la sphère, mais sans forcément adopter cet extrême, on peut aller plus loin dans la diminution des déperditions en optant pour l'habitat groupé. C'est un moyen très efficace pour diminuer encore les façades extérieures et au passage, faire baisser les coûts de construction et d'équipements techniques, comme par exemple la VMC ou le chauffage de l'eau sanitaire qui peuvent être mutualisés. D'un autre côté, une maison plus allongée, ayant une surface sud plus importante que les surfaces est et ouest, captera plus de rayonnement solaire. Un compromis sera donc à trouver entre compacité pour limiter les déperditions et captage solaire en fonction du climat, de la performance des parois et de l'inertie du bâtiment. Troisième point, le captage solaire. Sur Terre, le soleil nous offre un flux énergétique moyen de 300 watts par mètre carré. En été, par temps dégagé, ce flux peut monter jusqu'à 1000 watts par mètre carré. La course du soleil décrit une trajectoire d'est en ouest qui change tout au long de l'année. Cette trajectoire est très différente entre l'été et l'hiver. Prenons le cas où nous sommes à une latitude de 45 degrés nord, comme par exemple au Canada, à Montréal, ou en France, à Lyon. L'été,
le soleil monte dans le ciel à environ 70 degrés au-dessus de l'horizon. L'hiver, il est plus bas, environ 20 degrés au-dessus de l'horizon. Dans votre cas, pour connaître exactement la position du soleil dans le ciel aux différentes périodes sur votre terrain, vous pouvez éditer un diagramme solaire en ligne gratuitement après avoir rentré les coordonnées GPS de votre lieu. En hiver, le soleil éclaire principalement la façade sud, alors qu'en été, le soleil du matin est orienté est-nord-est et le soir, ouest-nord-ouest. Le but du jeu, capter l'énergie solaire en saison froide et s'en protéger en saison chaude. Pour répondre passivement à ces deux besoins, nous allons voir où placer et comment orienter nos vitrages. La stratégie la plus simple à adopter est de vitrer principalement la façade sud et de minimiser les vitrages sur les autres façades. Ainsi, en hiver, un maximum de flux solaire est capté et on évite la déperdition thermique des autres façades. En été, pour éviter la surchauffe, il suffira de dimensionner les débords de toiture pour que les rayons n'atteignent pas le vitrage. Si le bâtiment possède des vitrages est et ouest, ceux-ci devront être munis de protection solaire amovible ou réglable, encore une fois, pour éviter les surchauffes du soleil le matin et le soir en période estivale. Les vitrages au sud doivent être verticaux. Par exemple, un Velux en toiture exposé sud captera un maximum d'ensoleillement l'été, et il sera principalement déperditeur l'hiver, ce qui est contre-productif pour une maison bioclimatique. Le captage solaire peut facilement être la principale source de chauffage dans une maison possédant une enveloppe performante. En effet, les déperditions sont limitées au maximum et l'énergie est conservée. Revers de la médaille, il faut étudier finement les positions des vitrages et le placement des masques solaires au risque de surchauffer l'intérieur. Quatrième point, les masques solaires. Il est important d'étudier les masques solaires. En effet, si une colline ou un bâtiment masque une partie du flux solaire à certaines périodes de l'année ou à certaines heures de la journée, on captera moins d'énergie et il faudra le prendre en compte. Le masque solaire d'un objet se définit par sa hauteur angulaire et son azimut. La hauteur angulaire est l'angle entre le masque solaire et l'horizontale, l'azimut, l'angle dans le plan horizontal de sa position par rapport au point d'observation. Pour réaliser une étude précise, il faut suivre quelques étapes. Premièrement, sur des sites comme Sunner's Tools par exemple, on va obtenir une carte solaire correspondant à notre terrain. Puis, sur le terrain lui-même, on va se positionner à l'emplacement de la maison et relever les contours de nos masques solaires. Pour ça, soit on s'y prend à l'ancienne, avec une boussole pour relever les angles horizontaux et un clinomètre pour les angles verticaux. Alors il faut savoir qu'un clinomètre peut être réalisé facilement à l'aide d'un rapporteur, d'une ficelle et d'un carton. Je vous laisse regarder, il y a un tuto très bien expliqué qui existe sur le site Heliorama, dont je vous mettrai le lien sous la vidéo. Pour aller plus vite, on peut également utiliser une application comme Sun Surveyor qui utilise les capteurs de votre smartphone couplés à la caméra. Et enfin, une fois tous les angles relevés, il ne vous reste plus qu'à les reporter sur votre masque solaire. Ainsi, on peut ajuster finement le design du bâtiment par rapport à son environnement. Il faut savoir que les masques solaires peuvent être bénéfiques dans certains cas. Un arbre à feuillage caduc, par exemple, pourra protéger l'habitat du soleil en été, tout en les laissant passer l'hiver. Placés aux bons endroits, les masques solaires peuvent se révéler de bons alliés. Avec une forme adaptée, une bonne implantation sur le site et un captage solaire optimisé, on diminue gratuitement les déperditions, ce qui a pour effet d'éviter les dépenses de chauffage l'hiver, mais aussi d'éviter de climatiser l'été. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment aller encore plus loin dans l'optimisation bioclimatique avec des solutions gratuites toujours, comme la ventilation naturelle, le zonage des pièces ou la végétation. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Je vous dis à bientôt.